Bonjour à tous et bon printemps en retard. Alors voilà, comme promis, les conseils du printemps 2020. Vu que la majorité d'entre nous, moi j'écris ces lignes, on est confinés chez nous, je pense que des petits conseils de trucs à voir, à lire, à écouter ou à essayer, je pense que ça pourrait ne pas faire de mal. Donc du coup, sans plus attendre, les petites reviews, les petits conseils du chef. Alors du coup, vous allez voir, je vais vous donner en fait, là où d'habitude je vous donne un exemple, par exemple un conseil pour les films, pour des livres ou autre. Là je vous en donnais deux, parce que vu que la majorité d'entre nous, on va dire même les chanceux, on a beaucoup de temps à tuer, je pense que du coup ça pourrait aider d'avoir deux recommandations à la place d'une seule, exceptionnellement. Donc du coup, tout d'abord les films. Alors du coup, le premier film que je vais vous présenter, on va commencer avec un biopic, c'est-à-dire un film sur une histoire vraie, sur la vie de quelqu'un, plus exactement, sur un psychopathe, parce qu'après tout, quoi de mieux pour rester chez soi que d'avoir peur qu'un tueur erre dans les rues. Alors du coup, le film que je vais vous présenter, le premier c'est, en anglais, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Traduisez littéralement par extrêmement méchant, affreusement diabolique et vil. Alors du coup, c'est un film qui est sorti en 2019 et il s'agit en fait d'un biopic sur la vie de Ted Bundy. Alors sans vouloir spoiler, je pense que déjà la majorité d'entre vous, ils le connaissent déjà parce qu'il s'agit en fait officiellement, on va dire, du premier homme qui a été officiellement reconnu comme le premier tueur en série. Donc du coup, ce film, il raconte à travers les traits de Zac Efron, donc il joue Ted Bundy, qui, on faut l'avouer quand même, est plutôt assez bon pour le rôle. En fait, la lutte de Bundy lors de son procès pour convaincre tout le monde, à savoir le juge, les jurés, l'opinion publique, mais aussi sa femme, tout ça, essayer de convaincre tout le monde qu'il est innocent et qu'en fait c'est le système qui essaye de se retourner sur lui. Voilà, les petits éléments positifs, ce serait qu'en fait, je trouve qu'en fait c'est un très bon film à suspense qui est finalement plein de rebondissements. On va dire il est ni totalement policier, il n'y a pas que des flics qui courent avec des flingues pour tirer sur tout ce qui bouge, ni totalement juridique, on passe pas notre temps à essayer de vous noyer sous une tonne de paperasse. Donc du coup voilà, c'est un bon mix entre les deux. Je trouve qu'en plus, le plus aussi, c'est que Zac Efron, pour une fois, il renvoie parfaitement l'image du jeune homme qui est sûr de lui et qui se rit de l'administration. Et on va dire qu'il se joue assez bien pour qu'en fait, il paraisse tour à tour tendre et sensible, et l'instant d'après, il paraît cruel et impitoyable. Ce qui, en fait, finalement, quand on connaît un peu l'histoire de Ted Bundy, reflète assez bien le personnage. Ensuite, l'adaptation, elle s'est voulue la plus réaliste possible, au point que, tout à la fin du film, au niveau du générique, on voit en fait les images du vrai Ted Bundy dans des scènes en fait qui sont complètement similaires au film. Ça, vous allez voir, il y a des scènes notamment, par exemple quand il est face à la presse, c'est là où on a des images, où du coup voilà, il défie un peu la presse et il défie un peu voilà, le procureur. Et donc du coup vous allez voir, c'est exactement la même scène avec le vrai Ted Bundy et dans le film. Les petits points négatifs, le premier en fait avec les histoires vraies, sur les personnages connus surtout, c'est qu'on sait déjà à l'avance comment ça va finir. Si par exemple vous regardez un film sur le film JFK ou un film sur John Fitzgerald Kennedy, vous savez déjà comment ça va finir à la fin. Donc en fait, je pense que c'est un peu le petit point négatif, c'est que en fait, ça gâche un peu la fin du film parce qu'on sait déjà comment ça finit. Mais justement, ce qui fait tout l'intérêt du film, c'est justement de voir tout ce qui se passe, on va dire d'un point initial qui a l'air le plus éloigné possible, jusqu'à ce dénouement final. Ensuite, l'autre petit truc, c'est, on va dire que certains passages, ils sont vraiment très crus, donc notamment par exemple avec des scènes de crime ou autre. Donc évitez quand même de le regarder en famille quand même, on sait jamais. Ensuite, le deuxième film, donc c'est Click, je dis bien Click, donc C-L-I-C, qui est un film qui est sorti en 2006, donc qui est assez vieux. En fait, dans ce film-là, ça raconte la vie de Michael Newman, donc qui est voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, une espèce de père, un père de famille qui est architecte, qui passe son temps à se tuer au boulot pour espérer un jour avoir une augmentation, mais où voilà, il parvient jamais à y arriver, son chef lui marche dessus ou autre. Et un jour, il trouve voilà, dans une espèce de vieille boutique perdue dans un recoin d'une grande surface, il trouve un gars qui lui propose une télécommande qui lui permettrait en fait de diriger sa vie. Enfin, plus exactement, soit de changer des choses, ou alors on va dire de faire avance rapide ou de faire pause sur des éléments, voilà, comme si vous pouviez un peu téléguider votre vie.
J'en dis pas plus parce qu'il y a un message derrière et après je vous spoilerai un peu le film. Mais donc du coup, vous avez un peu le décor. Les plus, donc les points positifs, c'est qu'on va dire au-delà de l'aspect juste humoristique, il y a un message qui est très profond derrière et qui est genre tellement profond que je pense qu'il fera sûrement l'objet d'un épisode tant le message il est directement relié à la thématique de cette nouvelle saison, donc de la saison 2. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un des, on va dire, un des rares, pas des rares films, mais c'est quand même assez rare de trouver des films comme ça, où en gros le but c'est pas juste de multiplier les gags pour que ça nous retombe dessus et de ça pour que tout le monde rigole ou autre. Là c'est plus en mode, c'est presque une, fin, ça avance presque en mode doux amer parce que plus ça avance et on va dire pire c'est, comme un peu dans tous les films. Mais là on va dire que voilà, c'est pas, ça pourrait faire juste film de dimanche après-midi après les films de Noël. Mais là voilà, il y a quand même un message, il y a quand même, voilà, il y a une réflexion à avoir derrière. Euh, les points négatifs, alors oui, je sais, c'est sans doute moi qui suis devenu morose dans l'âme, surtout parce que maintenant, plus ça avance et plus je développe un sens de la compassion pour les méchants et les fins douces amères. Mais comme vous en doutez, en fait, c'est une comédie familiale et donc par conséquent, peu importe comment ça tombe bas pour les héros, il y a toujours une espèce de pirouette scénaristique pour avoir un final avec des licornes et des paillettes. Donc là, on va dire que c'est un peu mon âme cynique qui parle, mais voilà, je trouve que la pirouette qu'ils font pour que ça finisse bien à la fin, c'est un peu gros. Voilà pour les films. Ensuite, les livres. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est un que je vous avais déjà parlé plusieurs fois, notamment dans les épisodes sur les chronotypes. Donc c'est le livre Quand. Donc la question de savoir à quel moment ça se passe, littéralement, du docteur Michael Bruss. Donc du coup, voilà, c'est sur celui-ci que je me suis penché et sur lequel je me suis vachement fourni pour faire tous les épisodes sur les chronotypes. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'y connaissais absolument rien. Je suis tombé dessus par hasard. C'est une amie qui m'a passé en disant tiens, ça t'intéressera peut-être vu que tu es en développement personnel. Donc du coup, j'ai tellement creusé dessus que j'ai réussi à en faire des épisodes et à vous faire passer un peu des idées. Je trouvais vraiment importantes. Donc du coup, on va dire que c'est une espèce de livre de référence en France. Les points positifs, on va dire que ça pose vraiment les bases des chronotypes. Si vous voulez vraiment savoir concrètement ce que c'est un livre de référence. C'est-à-dire que surtout la première partie, ça explique vraiment de où ils viennent, les chronotypes, comme je l'avais déjà dit, voilà, avec les différents éléments d'une tribu ou autre, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, et on va dire à quel moment ils rentrent un peu en contradiction avec la société actuelle. Voilà, il nous dit que finalement, si les ours, c'est ceux qui s'en sortent le mieux dans la société actuelle, si vous vous souvenez plus, retournez voir les épisodes qui en parlent. Donc du coup, il dit que si les ours ils s'en sortent le mieux, c'est parce que tout simplement, ils sont les plus nombreux et c'est eux qui ont créé la société à leur image. Ensuite, on va dire qu'il donne pas mal de conseils notamment pour faire des actions avec le bon timing, à savoir par exemple le sport, la prise de médicaments, demander quelque chose à quelqu'un. Ça, je trouvais le passage assez intéressant et c'est vrai que c'est assez logique. Où il disait par exemple pour demander une augmentation, il disait si vous le demandez vraiment en début de semaine, c'est pas une bonne idée parce que votre patron, il va rester encore ce qu'il appelle un peu le décalage du week-end, à savoir, par exemple, vous dormez, vous profitez du week-end, vous faites la fête tout le samedi soir, vous rentrez, il est 4h du matin, du coup le lendemain, vous réveillez, il est midi et demi, 13h, à 20h, au moment où vous devriez aller vous coucher, vous n'êtes pas fatigué, vous vous couchez, il est 1h du matin, et quand vous vous levez à 7h, bim, là c'est bon, vous êtes crevé, et voilà, vous avez une espèce de jet lag du week-end, ce qu'il appelle. Donc du coup, il y a cette partie-là, donc du coup il dit par exemple ça sert à rien de le demander en début de semaine parce que votre patron il n'est pas dans les meilleures dispositions, et en fin de semaine non plus parce que il est déjà omnubilé par le week-end, il n'écoutera pas du tout ce que vous avez à dire. Et donc du coup, il donne à la fois les meilleurs moments pour faire des actions, mais surtout les pires moments pour faire une action donnée, que ce soit aussi bien en fonction de vous, mais surtout par rapport en fonction de votre interlocuteur. C'est qu'on va dire, il donne la fourchette optimale de timing, mais en fait, il arrive quand même à mettre de l'eau dans son vin et il dit finalement, si vous n'avez pas à le faire, ça c'est vraiment l'idéal, mais surtout ne le faites pas dans ce créneau-là parce que aussi bien pour vous que pour votre entourage ou pour votre interlocuteur ou autre, ce sera le pire moment et c'est là où vous risquerez d'avoir les plus mauvais résultats. Ensuite, les points négatifs. Alors attention parce que ce livre, il peut vous transformer en nazi de l'horloge. Littéralement, parce qu'en fait, passer la première partie qui est très instructive sur les différents chronotypes ou autres, en fait, on a l'impression qu'il s'est mis en tête, sûrement avec les meilleures intentions du monde, de tout catégoriser. Chaque action à une heure donnée. Manger, dormir, faire du sport, pourquoi pas. Mais là, ça va jusqu'à l'horaire de s'engueuler pour acheter quelque chose, pour faire l'amour. Oui, je ne présente pas, il y a vraiment ça dans le livre.
Alors, ça part d'une bonne intention, mais je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de tout calibrer et de tout faire rentrer dans des cases. Donc du coup, surtout si vous connaissez des potes qui sont un peu nazis sur leur organisation, sur tout doit être bien carré, surtout ne leur offrez pas ce livre-là, ils vont devenir encore pire. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, le gros reproche que je fais à ce livre, c'est, on a un peu comme tous les livres un peu de développement personnel, la plupart, c'est qu'on va dire que tout tiendrait dans une 20, 30, allez 50 pages grand max, et les éditeurs disent non, nous il nous faut 200 pages, du coup l'auteur il meuble comme il peut. Donc là on sent vraiment qu'il a vraiment, je sais pas si ça vient de lui ou c'est un peu l'éditeur qui a demandé, mais on a l'impression qu'il veut tout catégoriser, absolument tout ce que vous pourriez penser, il a une horaire précise. Et donc du coup je trouve que du coup ça casse toute la spontanéité un peu des moments, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième conseil de livre, donc c'est Les Murailles de Feu de Steven Pressfield. Et si ce nom il vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est surtout connu pour un autre livre, à savoir La Guerre de l'art. Donc en fait, ce livre, Les Murailles de Feu, ça fait allusion en fait aux portes chaudes, à savoir les thermopyles en grec pour les plus néophytes d'entre vous. Et donc finalement en fait c'est un récit qui raconte la guerre des Spartiates, mais d'ailleurs pas que les Spartiates, des Grecs, contre les Perses pendant la deuxième guerre médique. Donc du coup, si vous avez vu 300, c'est grosso modo à ce moment-là que ça se passe. Mais donc du coup, le problème c'est que pas le problème justement, c'est que ça se focalise pas juste sur la bataille, ça se focalise un peu plus sur ce qui est autour, sur avant, comment là surtout c'est centré sur les Spartiates, donc comment ils vivent, comment ils s'entraînent, leurs coutumes ou autres. Donc du coup voilà, ça englobe vachement plus de choses et finalement la bataille on va dire c'est le dernier tiers du livre, mais donc du coup il y a une importance beaucoup plus grande qui est donnée à l'entraînement, à la psychologie des guerriers ou autre. D'ailleurs en ce sens, les plus, c'est qu'on va dire que c'est plus qu'un simple livre épique sur une suite d'événements guerriers. C'est-à-dire que là, Pressfield, il se penche plus sur la psychologie des légendaires spartiates, à savoir leurs coutumes, leur état d'esprit, leurs doutes, que juste sur l'aspect un peu bourrin en mode c'est une formation et il rentre dans tout ce qui bouge. Parce que du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il donne à la fois un côté plus humain, justement à ces guerriers, et ça augmente encore plus leur espèce d'auréole de gloire éternelle, parce qu'en fait, on voit que c'est pas des machines en fait, c'est juste des hommes, c'est-à-dire ils sont comme les autres, ils tremblent de peur avant le combat, ils pleurent quand ils quittent leur femme, ils vomissent de dégoût et de tristesse une fois que le combat il est fini et qu'ils ont des corps jusqu'aux genoux. Donc du coup voilà, ça leur donne vraiment un côté encore plus humain que juste un peu l'image de bourrin invincible qu'on en voit dans 300. Voilà, je pense que ça peut vous donner un autre regard sur un peu cette civilisation et un peu surtout le combat. Les moins, on va dire, c'est le problème des livres de récits sur un fait historique, c'est finalement comment distinguer le vrai. Alors là, je fais la parenthèse, il faut savoir que Pressfield, il est connu souvent pour aller au fond des choses, donc il y a sûrement pas mal de choses historiques. Donc distinguer le vrai de ce qui a été rajouté pour aider le récit et la narration. Par exemple, notamment, là, il y a toute une partie où on raconte un peu les derniers instants de quand les derniers Spartiates tombent, où ils protègent le corps des Léonidas ou autre. Il faut savoir que finalement, dans la vraie vie, il n'y a aucun Spartiate qui s'en est tiré pour raconter justement les derniers instants. Donc, au mieux, c'est un témoignage du camp adverse, mais on ne peut pas vraiment avoir Il y a des moments où, vu qu'il n'y a aucun témoin qui s'en est sorti du camp, du camp spartiate, on ne peut pas vraiment avoir un œil représentatif. Et donc, du coup, il faut se dire qu'il y a forcément un moment, c'est un peu comme la génétique dans Jurassic Park, quoi. Il y a forcément des moments où il y a des trous, et donc du coup, il les comble forcément avec des éléments un peu inventés. Donc du coup, on va dire, le seul petit truc que je reproche, c'est que du coup, le fait que ce soit un livre qui est assez historique, parce que ça s'appuie quand même sur les techniques d'entraînement ou un peu de la psychologie ou autre des guerriers, ça c'est des choses qu'on peut retracer parce qu'il y avait des sages, il y avait d'autres personnes qui pouvaient écrire ou autre. Mais on va dire il y a des éléments où c'est que de la fiction, et donc du coup il y a des moments où on a un peu entre les deux se dire mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Donc à la rigueur, je pense qu'il faut voir ce livre comme un témoignage enjolivé, mais un témoignage quand même assez réaliste, parce que connaissant Pressfield, je pense qu'il a fait pas mal de recherches là-dessus. En tout cas, beaucoup plus réaliste que 300, mais ça, vous vous en doutiez quand même. Voilà pour les livres. Ensuite, les podcasts. Alors, les podcasts, pareil, je vais vous donner 2 petits conseils. Alors, le premier, c'est le podcast Le Slasher, donc, qui est fait par Thomas J. Donc, du coup, qui a commencé il n'y a pas si longtemps. Donc, il traite de divers sujets. Ça un peu de la vie quotidienne, ça parle du business, ça parle de style de vie. C'est assez divers et varié.
Mais en fait, il faut savoir que Thomas, en fait, je l'ai rencontré sur une application que je parlais du coup plus bas dans les conseils, à savoir, donc du coup, c'est une application où c'est en fait, on va dire, grosso modo avec des gros guillemets, un réseau social au niveau des livres. Et donc du coup, on s'est intéressé un peu au même livre, on a pris contact, et donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert son contenu. Donc du coup, qui d'ailleurs m'a fait aussi dès l'épisode, même pas l'épisode 10, qui me faisait déjà un peu des reviews. Donc du coup, voilà, je lui renvoie la balle, mais humblement. Donc du coup, voilà, je vous en prie, allez découvrir. C'est vraiment intéressant, ça traite voilà, de pas mal d'idées assez nouvelles et assez disparates, on va dire. Donc les plus, c'est que malgré sa récente nouveauté, parce que là, au moment où j'écris, il en est qu'à l'épisode 16, là où moi, au bout de plus de 2 ans, j'en suis à peine à l'épisode 50, même pas. Donc du coup, il a une intonation qui est en fait une diction qui est parfaitement honorable, qui est d'ailleurs bien plus que la mienne là actuellement. Je conseille de chasser les voilà, mais il y en a encore quelques-uns qui se baladent. Et donc qui est du coup sans commune mesure avec moi, mes premiers épisodes à ce moment-là. Donc il faut savoir qu'il traite comme je le dis, de divers éléments du quotidien, de réflexion, d'idées, de livres. Tout ça dans un format assez court et donc assez consommable. Facilement, je veux dire, c'est pas une espèce de pavé de 40 minutes ou comme des fois on a. Donc du coup voilà, c'est quand même à dimension humaine. Donc ces épisodes, ils sortent généralement le lundi, mais il essaye en ce moment d'essayer de passer à 2 épisodes par semaine. Mais vu que là c'est un peu truc avec le confinement ou autre, je crois que c'est un peu plus compliqué pour lui, mais sinon son objectif c'est de passer à 2 épisodes par semaine. Les petits points négatifs, on va dire, dans le premier épisode, il définit ce qui est le slashing. Et pour être honnête, j'arrive toujours pas clairement à voir ce que c'est concrètement, mais vous inquiétez pas, et ne t'inquiète pas, vu que je sais que tu écoutes cet épisode, on fera sûrement un podcast ensemble pour mettre au clair tout ça, mais on va dire comme c'était le premier épisode, on est tous un peu perdus, on sait pas vraiment ce qu'on dit, pas vraiment ce qu'on fait, et donc du coup il y a cette notion qui est un peu vague, donc je pense que c'est juste, voilà, juste la petite présentation, c'est juste le petit point négatif. L'autre point, mais je pense que c'est à la fois un élément positif et un élément négatif, c'est que chaque semaine, c'est des épisodes qui sont à la fois divers et variés. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés les uns des autres. Alors ça peut être un point négatif, surtout si, un peu comme moi, des fois on fait une espèce de marathon et qu'on les écoute tous à la suite, parce que des fois on est un peu perdu parce que les sujets ils divergent tellement qu'on n'arrive pas vraiment à avoir le lien entre eux. Mais en fait, je dirais surtout que ça, c'est on va dire, un petit point négatif pour un énorme point positif, dans le sens où du coup, ça permet de parler de beaucoup de sujets divers et variés. Ce qui, je pense, nourrit encore plus ça nourrit beaucoup plus l'esprit et la conversation, dans le sens où voilà, on traite de sujets beaucoup plus variés. Parce que, par exemple, si vous prenez l'exemple, regardez-moi, votre humble serviteur, si vous n'aimez pas la gestion du temps, et vous êtes cuit. Parce que peut-être que je vais en parler pendant 200 épisodes, peut-être que je vais arrêter la semaine prochaine. Petit teasing. Mais du coup, en fait, si vous aimez pas ce sujet-là, vous allez être un peu coincé. Tandis qu'à la rigueur, là, l'avantage d'avoir des épisodes qui sont assez diversifiés, c'est que si vous aimez pas, vous pouvez ne pas aimer du tout un sujet et pourtant adorer le suivant. Donc du coup, je trouve que en fait, c'est presque plus un point positif qu'un point négatif. Bref, chapeau à lui et continue comme ça. Ensuite, le deuxième conseil de podcast, c'est Guerre de business de Wandery. Alors je sais, vu comme ça fait très marketing, ça fait très, allez, no pain, no gain ou autre. Mais en fait, pas du tout. C'est pas vraiment un truc qui va vous dire, voilà, pour réussir dans votre business, il faut faire ça, prenez plutôt cet abonnement-là que l'autre, voilà comment manipuler les gens ou autre. Non, en fait, pas du tout. La seule chose, en fait, de Guerre de business, c'est on vous raconte des histoires. Il y a plein, un peu façon Nota Bene ou autre, il y a plein de créateurs de contenu qui vous racontent voilà, l'histoire d'une personne, l'histoire d'une bataille, l'histoire d'une nation ou autre. Eux, en fait, c'est vrai que le créneau était bon à prendre et vu en plus comment ils le racontent, il y a pas mal de choses à dire. C'est voir comment les différentes entreprises, elles se font la guerre entre elles pour gagner votre attention, pour gagner des parts de marché ou juste pour s'écraser les unes les autres. Alors les points positifs, c'est qu'en fait, c'est des duels de géants commerciaux qui sont racontés par un mec qui pourrait être votre prof d'histoire. Vous savez, celui qui montait sur la table pour jouer Napoléon au collège. Mais en fait, là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on se fait vite une opinion, et voire même, je sais pas si ce sera votre cas, vous me direz, mais en fait, on choisit vite son camp, et on tremble à chaque revirement de situation. Pour vous dire, pour les 2 premières saisons qu'ils ont fait, donc la première c'était Adidas contre Nike, et la deuxième c'était Pepsi contre Coca, moi j'étais team Adidas et Coca. Donc du coup, voilà, c'était un peu... On a déjà un peu un avis un peu tranché, ne serait-ce que par rapport aux marques qu'on
qu'on porte ou autre. Et donc du coup, on a un peu envie qu'ils gagnent ou on est un peu triste quand ils ont des revirements de situation ou autre. Mais il faut savoir, en fait, comme je l'ai dit, c'est pas du tout un podcast de marketing, même si je suis d'accord, on peut en apprendre énormément avec ça c'est des cas d'école quand même, c'est des sociétés qui pèsent des milliards, qui ont plus d'argent que certains pays. Mais donc du coup, en fait, ça raconte juste l'histoire des produits qu'on utilise tous les jours, de comment finalement on en est arrivé à les acheter parce qu'ils se retrouvaient chez nous ou parce que ça vend un style de vie que nous on va adopter. Donc du coup, je pense que c'est un peu, on va dire, l'histoire secrète du truc qu'on voit tous les jours. Les petits points négatifs, c'est que finalement, la première chose, comme je l'ai dit, c'est que c'est souvent en fait sous la forme de séries de 5-6 épisodes qui sortent toutes les semaines. Au début, c'était un petit peu moins régulier, maintenant c'est toutes les semaines. Et en fait, le problème, c'est qu'on est tellement dedans que c'est comme pour toutes les séries, on est frustrant d'attendre la suite. Pour ma part, j'ai résolu ce problème-là, je me dis que je connais pas suffisamment de personnes qui écoutent les podcasts ou autres pour me faire spoiler façon Game of Thrones. Donc du coup, j'attends que toute la saison elle soit finie pour tout écouter d'un coup. L'autre petit point négatif, et encore je sais pas vraiment si c'en est un, c'est qu'en fait ça casse un peu toutes les marques de notre vie, de notre enfance. C'est-à-dire qu'on voit que derrière les pubs qui sont pleins de sourires, voilà, avec des ours qui boivent du coca ou avec des gens heureux et contents, derrière tout ça il y a des complots, il y a des coups bas, il y a des menaces, des procès. Donc du coup, des fois, on se pose parfois la question de se dire est-ce qu'on veut vraiment être associé à ces actions-là ou soutenir ces marques en les utilisant tous les jours, par exemple, en se disant ouais, on porte peut-être ces chaussures-là tous les jours, mais bon, ils ont été capables de faire un coup bas comme ça, de virer des gens, d'être sans pitié. Voilà, des fois, parfois, ça porte un peu à réfléchir là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour les podcasts. Et attention, nouveau type de recommandation cette fois-ci, les applications. Donc là, il y en a comme toujours, il y en aura deux, mais je pense qu'il y en aura toujours, à chaque review, ne serait-ce que parce que quand je m'ennuie, je télécharge des applications au hasard et du coup je les teste et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a que je pourrais utiliser, que je reconseille ou autre. Alors, et puis il faut savoir aussi que dans la vie de tous les jours, on utilise notre smartphone. Je vous apprends rien là, on s'endort avec, on se lève avec, ça dérègle notre sommeil, ça coupe nos relations sociales, ça nous empêche de profiter de l'instant, mais ça peut être utile. Du coup, la première application que je vais vous présenter, c'est Save My Time. Alors oui, je sais, je vous en avais déjà parlé dans une précédente review, notamment sur les prémices de la gestion du temps. Donc du coup, en fait, c'est une application qui vous demande tout simplement, par exemple, qu'est-ce que vous faisiez les 12 dernières minutes. Donc vous avez plusieurs catégories que vous personnalisez vous-même. Donc avec des petits dessins, des couleurs, ce que vous voulez marquer dedans. Et donc du coup, il suffit juste d'appuyer sur qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps. Vous pouvez même segmenter, si par exemple vous avez posé votre téléphone pendant 4 heures et que vous avez passé du temps avec vos amis, que vous avez conduit ou autre, vous pouvez aussi faire le détail de approximativement ce que vous avez fait. Faut savoir qu'il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite se suffit amplement. Je crois que les versions payantes, ça vous permet juste de mettre plus d'activités, en sachant que là, vous en avez déjà, que je compte, vous en avez déjà 9. Donc du coup, je pense que en fait, vous allez vite vous rendre compte que il n'y a pas tant d'activités que ça en fait dans votre vie, dans votre journée de tous les jours. Par exemple, moi, il faut savoir que dormir, manger, faire la vaisselle ou autre, j'ai tout mis dans une catégorie quotidien. Donc du coup, ça limite quand même pas mal. Mais donc du coup, en fait, cette version déjà gratuite, elle permet déjà d'avoir toutes les clés. Et je pense que je crois que ce qu'elle fait aussi en plus, c'est d'avoir une vision plus en arrière. C'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez voir vos 2 derniers mois ou vos 2 dernières semaines, alors que la version payante, elle vous permet de voir à plus longue échelle derrière vous. Donc les points positifs, on va dire, c'est que finalement, on peut réellement voir à quoi on passe son temps. On peut notamment se dire que sur toute la journée de mes 24 heures, qu'est-ce que j'en ai fait concrètement. Là en plus, on a une représentation très visuelle. Il faut savoir aussi qu'il y a des nouvelles mises à jour qui sont sorties, parce que moi je l'ai connu à la base, sachant que maintenant il y a une option pour se fixer des objectifs. Ça vous dit je veux tant d'heures par semaine. Je vais réussir à cet objectif là, en sachant que si vous l'avez déjà laissé un peu tourner, il vous dit en moyenne vous passez tant d'heures par semaine ou tant d'heures par jour à faire ça. Donc il vous met déjà une moyenne avant que vous fixiez vos objectifs. Donc vous pouvez à la fois fixer vos objectifs pour essayer de les atteindre, si vous voulez passer plus de temps à faire quelque chose, mais vous pouvez aussi vous mettre une espèce de restriction avec un nombre d'heures à pas dépasser pour certains sujets. C'est-à-dire que du coup, pour ces activités-là, à chaque fois que vous cliquez dessus, il vous dit
jusqu'à la fin de la semaine, il vous reste, voilà, je sais n'importe quoi, il vous reste encore 4 heures. Si vous avez mis que vous vouliez lire pendant 10 heures dans la semaine, il vous dit, bah voilà, on est mardi et il te reste encore 4 heures à lire pour atteindre ton objectif. Ou en contrepartie, il te dit, attention, il te reste plus que 5 heures à regarder la télé jusqu'à la fin de la semaine. Et donc du coup, en fait, ça permet d'avoir une représentation très visuelle de ces journées, mois, années, semaines. Et finalement, en plus, c'est tellement visuel que, du coup, en fait, c'est représenté tout simplement sous la forme d'un petit camembert qui est divisé, voilà, selon ce que vous avez fait de votre temps. Il faut savoir que des représentations visuelles, votre cerveau, il adore ça. Ensuite, les points négatifs, le grand point négatif, c'est qu'on a l'impression de passer sa vie à se faire fliquer. Et à se faire fliquer par soi-même. C'est-à-dire que du coup, on culpabilise quand on met 5 heures de loisirs d'un coup, en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et en fait, finalement, on a l'impression de créer notre propre Big Brother. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se surveiller tout seul. Donc il y a un côté où, je suis d'accord, et puis il y a un côté qui peut être très malsain, où c'est en mode, voilà, c'est un peu comme si on s'y interdisait des trucs tous les jours. Mais donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, on va dire, le gros point négatif. Et en plus, c'est que c'est un tracker. Donc du coup, pas tracker en mode... il vous géolocalise à n'importe quel moment. Donc ne vous inquiétez pas, ça Google Maps le fait déjà très bien. Non, du coup, c'est un tracker dans le sens où il traque votre temps. C'est-à-dire que du coup, il est toujours activé en arrière-plan. Faut savoir que des fois, s'il ne s'active pas, il faut juste cliquer sur l'application. C'est parce qu'il est sur un certain téléphone, notamment le mien, il n'arrive pas à se lancer tout seul, surtout la première fois. Donc du coup, le fait qu'il tourne toujours en arrière-plan, du coup, ça prend à la fois de la batterie et du coup, ça peut faire laguer votre téléphone parce que c'est une application qui continue à tourner sur sa mémoire vive. Ensuite, la deuxième application, c'est Glyph. Alors Glyph, on peut l'écrire G-L-2-E-P-H. Donc on va dire que du moment, c'est sûrement mon application préférée. Alors Glyph, surtout, donc en fait, pour vous résumer ça, donc je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est une application grosso modo d'un réseau social juste au niveau des livres. C'est-à-dire que vous dites à Glyph quel livre vous avez lu, quel livre vous voudriez lire. Et donc du coup, à partir de là, en fait, vous pouvez mettre des avis, vous pouvez discuter avec d'autres gens ou autres. C'est vraiment, on va dire, plus que les autres applis qui étaient avant juste une espèce de petite bibliothèque. D'ailleurs, quand j'ai découvert Glyph à la base, c'était que ça. C'était juste, on rentrait les livres qu'on avait. Et donc du coup, au mieux, on pouvait même avoir quelques amis, et encore ça c'était seulement après, et pouvoir aller voir les autres, voir voilà, les livres qu'ils lisent, ceux qu'ils recommandent ou autres. Mais dans un premier temps, c'était juste une bibliothèque, comme la majorité des applications. Et après, là, au fur et à mesure, ils l'ont vraiment fait évoluer vers une forme de réseau social, avec voilà, des recommandations, avec regardez, telle personne, elle s'intéresse aussi à votre livre, peut-être que vous avez des points en commun ou autre. Du coup, voilà, c'est vraiment une de mes applications préférées, ne serait-ce que juste par le slogan qui est « l'écrit vous lit ». Donc, une espèce de jeu de mots, puisque c'est vous lit du sens lié. Mais bon, l'écrit vous lit, ça fait un jeu de mots par rapport à lire. Donc du coup, voilà. Bref, j'adore cette application. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver dessus, parlez-moi dans les dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Facebook et je serais ravi qu'on arrive à se retrouver. Je pense, si je me souviens bien, que ça va être Valanders, mon nom dessus. Alors, les points positifs, c'est qu'il faut savoir que c'est on peut dire, voilà, un vrai réseau social sur les lectures et les livres. Donc bien plus que de juste référencer les livres, comme je l'ai dit, on peut maintenant laisser des avis, discuter avec des membres qui veulent ou qui vont lire des livres qui vous intéressent ou que vous voulez ou que vous avez lus. Faut savoir aussi que du coup, ils ont un système de référencement qui est assez étendu pour savoir qu'ils trouvent quasiment tous les livres, parce que jusqu'à présent, en fait, il y en a un seul qu'il a pas réussi à me trouver, c'est Jab 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 Right Hook de Gary Vee, mais sachant que moi je l'ai en anglais, donc est-ce que c'est ça? Peut-être qu'il n'arrive pas à trouver. Mais sinon, grâce à la lecture du code barre, donc juste avec la caméra, vous mettez juste le code barre et hop, il le trouve. Il arrive à trouver quasiment pour l'instant tous les livres en français, il me les a tous trouvés. Et en plus de ça, il vous propose chaque jour une dizaine de recommandations, une dizaine de livres qui sont établis souvent en fonction de vos lectures et de vos préférences. C'est-à-dire s'il se rend compte que dans vos livres, il y a pas mal de trucs sur le marketing, ou il y a pas mal de trucs sur un peu des comédies romantiques ou autres, hop, lui, automatiquement, il va plutôt vous conseiller, on va dire, un truc un peu personnalisé par rapport à des trucs qui pourraient vous intéresser. Ce qui, surtout au début, après on devient un peu plus sévère, il y a un côté un petit peu genre juge de The Voice, parce qu'au début on est en mode, ah oui, mais ça peut m'intéresser, puis moi, ça peut m'intéresser aussi. Et après on se retrouve avec une wishlist, donc une liste de vœux, littéralement, qui est genre énorme, avec genre des centaines de livres que... Là où vous dites, mais j'aurais jamais le temps de lire tout ça et je sais même pas si j'arriverai à trouver tout ça.
Donc du coup, en plus de tout ça, tous les mois par mail, ils envoient aussi un rapport de lecture. Donc voilà le nombre de nouveaux livres qu'on a lus, le nombre de livres qui ont été ajoutés. Donc voilà, il y a plusieurs catégories. Donc c'est vous êtes en train de lire, vous avez lu, vous aimeriez lire ou vous avez aimé. Donc du coup voilà, je trouve que c'est assez bien ficelé. Et aussi maintenant ils ont rajouté une nouvelle fonction dans la dernière mise à jour qui est une fonction étagère qui en fait permet juste de trier les différents livres selon voilà si vous voulez les trier par thème ou par catégorie ou un truc que vous créez vous-même. Donc du coup ils ont rajouté cette petite option là avec ils ont mis une étagère, c'est une étagère de livres à lire. En gros c'est les livres que vous avez dit à Cliff que vous aviez mais que vous aviez pas lu. Et donc du coup lui il vous met une espèce de petit rappel en disant bah regarde, avant de t'intéresser aux autres, ceux-là ils sont déjà chez toi et tu les as pas lus, donc voilà, motive-toi un peu. Donc ça c'était les plus, donc vous comprendrez que je suis un petit peu fan. Et donc du coup les moins, c'est qu'on va dire que c'est un réseau qui est encore assez émergent et que surtout le nombre de personnes francophones qui lisent vraiment, il est assez faible. Du coup, même si il a pas mal évolué, comme je vous l'ai dit, je l'ai connu depuis les prémices il y a presque 2 ans. Donc du coup, il a subi pas mal de bugs et d'évolutions. Il y en a encore quelques-uns de temps en temps, mais c'est même plutôt rare. Du coup, en fait, comme je dis, le problème c'est que ça manque cruellement en fait de gens. Donc du coup, c'est assez rare de retrouver des amis, un peu façon Facebook. Vous pouvez taper n'importe quel nom de collègue ou d'amis que vous croisez, ou même en soirée ou autre, poum, il y a une chance, même pas une chance sur deux, il y a 99% de chances pour que vous le trouviez sur Facebook. Alors que là, voilà, il y a vraiment pas beaucoup de monde, et donc du coup, pour les trouver, il faut, on va dire, soit y avoir été invité par voilà, d'autres amis, soit avoir été converti. En gros, le seul moyen que vous arrivez quasiment à trouver des amis, moi, enfin, pour ma part, c'est moi qui leur ai demandé quasiment d'aller sur Glyph, et après, là, on a pu échanger sur les livres ou autre. Mais par contre, on va dire que ça peut être génial pour faire des livres sur des rencontres sur des livres en particulier. Je parle notamment voilà, de la rencontre que j'ai fait avec Thomas du podcast Le Slasher, dont je parlais un peu plus haut. Voilà, donc ça fait déjà quasiment une bonne petite demi-heure que je vous parle. Donc du coup, c'est tout pour ces conseils de printemps 2020. Donc normalement, avec tout ça, vous devriez avoir une bonne excuse, au moins pour rester enfermé pendant quelques heures. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous à l'été 2020. Je n'annonce pas encore de date parce que vu comment je suis pas doué, c'est moi qui déciderai personnellement quand l'été sera là. Non, plus sérieusement, non, j'essaierai d'être un peu plus ponctuel cette fois-ci et de pas laisser passer la date de l'été comme ça. Et sinon, bah, moi je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain épisode d'Electron Penseur. Ciao!